Salut et bienvenue sur En Vrai, la série de podcasts de Coca qui te propose chaque mois des tables rondes lors desquelles nous échangeons sur des sujets qui nous tiennent à cœur ou pour lesquels nous avons envie d'ouvrir le débat, de partager nos expériences, mais aussi et surtout d'écouter celles de nos invités. Embarque avec nous dans ces discussions où chacun et chacune partage sa vérité parce que chez Coca, on est persuadé d'une seule chose, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de En Vrai, le podcast de Coca, la première édition de 2024. Et puis pour ce numéro spécial, on va parler bien évidemment d'un sujet qui a été très important ces derniers jours chez Coca. Ça a été le rebrand, le changement de logo, le changement d'identité visuelle. Plein de choses qui ont nécessité des heures et des heures de travail acharné et de grandes réflexions. Et on a la chance, aujourd'hui, pour en parler, pour débriefer de tout ça avec vous, d'être accompagné par pas mal de gens assez importants dans le projet qui vont pouvoir vous donner les coulisses, quelques secrets, et puis peut-être éventuellement vous apprendre des choses sur ce monde merveilleux qu'est le branding. J'ai donc avec moi Hervé. Tout d'abord, Hervé, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Eh bien, je m'appelle Hervé Rigal et je suis un des patron d'un bureau qui s'appelle Base, et on est à Genève. On a eu la chance de travailler avec vous sur le projet, donc on est ravis de venir en parler aujourd'hui. Merci. À côté de toi, tu as Nina. Moi aussi, je dois. Tu peux te présenter. Ah, ok, je me présente. Alors, ça fait plus que 5 ans que je travaille chez Coca. Je suis responsable pour la communication, et puis j'ai commencé, et ça c'est assez important pour ce podcast, côté Zurich, alors Suisse Arénique, et puis voilà, je me réjouis d'être là avec Merci Voilà. Nina. Et puis à côté de toi, tu as Thierry, plus connu sous le nom de Tcherno, qui est un pilier, un meuble de Coca. Hein. Un meuble. Oui, effectivement, moi, ça fait 18 ans du coup que je travaille pour et chez Coca. Et je m'occupe en fait de, si on veut, c'est un grand terme de direction créative, design chez Coca, produits et marques du coup. Merci. Et puis Luc, encore pour terminer le tour de table. Exactement, Luc, je travaille chez B, je suis design directeur et c'est moi qui travaillais donc sur la partie design et rebrand de Coca. Bon, merci. On va passer directement dans le vif du sujet. Peut-être pour les spectatrices, spectateurs qui ne savent pas vraiment ce que c'est le branding ou qui pensent savoir mais qui ne sont pas tellement sûrs, est-ce qu'on peut commencer par une définition très simple ? Le branding, c'est quoi ? Luc, Hervé, je ne sais pas s'il y en a un de vous, vu que c'est votre corps de métier. Hein. Ah, c'est moi qui m'y colle. Donc, le branding, c'est quoi ? C'est vrai que ça vient du mot brand, qui veut dire marque. Ça veut dire aussi que c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que dès la préhistoire, si on part vraiment très très loin, on a déjà des signes de marque avec des éleveurs de vaches itinérants qui marquaient au fer rouge leurs animaux et pour savoir à qui une telle vache est à qui, etc. Et puis ensuite ça a suivi une évolution. Il y a eu la marque, elle a forcément évolué. Elle est devenue. Il commence à avoir beaucoup d'éleveurs, donc beaucoup de marques. Donc il a fallu se différencier de plus en plus. Et puis finalement, on a commencé à noter des choses, à mettre des couleurs à ces différentes marques. Et puis ça a donné des logos. Puis après, on a eu beaucoup de logos. Puis après, il y a eu l'industrialisation. Puis l'industrialisation, il a fallu commencer à vendre des choses de manière un peu plus agressive, avec plus de monde. Donc on a inventé la publicité pour des messages. Ensuite, on a inventé, aujourd'hui, on invente des histoires autour des marques. Ça s'appelle le storytelling. Et puis aujourd'hui, le branding, c'est ça. C'est plus uniquement le logo. C'est tout l'univers de marque qu'il peut y avoir autour d'un projet. Et donc, comment est-ce que, par exemple, puisqu'on est là aujourd'hui de parler de Coca, c'est comment Coca s'exprime, à quoi elle ressemble, quelles sont ses valeurs, quelle est sa personnalité, quelle est sa mission. Donc, dans le branding aujourd'hui, il y a toute la phase stratégique d'étude, de positionnement. Et puis comment est-ce qu'on arrive à traduire tout ça par du graphisme, ce qu'a fait Luc, par de la direction artistique, par une attitude, ce que font les équipes Coca, etc. Donc voilà, donc c'est ça le branding aujourd'hui. Donc c'est comment on se raconte une marque, comment elle s'exprime, on l'a bien compris. Nina, toi, tu fais partie des gens qui ont initié ce grand projet. Alors comme tu l'as dit, tu es alémanique. Coca, c'est une boîte qui est quand même très incarnée par rapport à la Suisse romande, et par Pascal, Beyer, etc., tout ce qu'on a fait, les opérations, etc. Comment est venue en fait l'impulsion
de ton côté, de se dire, c'est peut-être le moment qu'on fasse un grand travail autour de la manière dont Coca se raconte? Alors, je m'excuse déjà, comme tu dis. Moi, je viens de la Suisse alémanique, et puis c'est pas la langue maternelle, le français, mais je vais quand même essayer de m'exprimer assez bien que vous comprenez. Si tu veux, à un moment donné, on peut s'exprimer tous en suisse allemand. Ça Super. équilibrera le karma. Das wäre sehr schön. Das würde mir helfen. Ça pourrait être super. Non, mais ça, c'est assez intéressant. Moi, j'ai travaillé aussi dans des agences de pub tout au début. Et puis, quand je suis arrivée chez Coca, j'ai bien capté que c'est vraiment une boîte que j'ai jamais pu imaginer que ça existe en Suisse. Et puis, j'ai trouvé assez intéressant que tous les campagnes étaient vraiment tournées à l'interne. C'était tout fait à l'interne. Et il y avait un grand souci, genre on était presque 80 personnes côté Bussigny, et à Zurich il y avait genre 4 personnes ou 5 personnes et une personne externe qui nous a aidés avec la com et le marketing. Et puis pour réaliser des campagnes, on a vite vu que oui, ça se passe hyper bien ici, les messages sont assez clairs, il y avait un tone of voice qui était tellement fort, mais côté D, si les gens ne te connaissent pas, et tu essaies à faire passer le message, mais le message n'est pas clair parce qu'il y avait quand même un tout petit peu une manque de positionnement clair de la marque. C'est là où tu as des soucis. Si tu demandes à des agences, des externes, de te poser, de faire un pitch pour des idées, concepts, la réponse était toujours la même. C'est « mais vous êtes qui ?» Et puis la réponse, moi, c'était « ah non, mais Coca, côté Suisse romande, nous sommes tellement connus. Et il y a le rose, il y a des loutres, et puis il y a Pascal Meyer, l'ambassadeur. » Mais pour les gens là-bas, c'était genre, mais oui, mais c'est quoi le message house? C'est quoi vraiment les lignes directrices, des trucs classiques, quand tu connais assez bien, c'est quoi les guidelines? Et puis corporate identity, corporate design. Quand j'ai demandé à l'interne ici, c'était genre, ah ouais, j'ai demandé à Thierry, pour Thierry c'est tout clair, puis tu checkes avec lui, mais lui il parle pas allemand, alors comment tu fais passer le message? Et c'était là où c'était un tout petit peu le début, ça qui était assez chouette, et je pense que toi tu serais d'accord. Moi, je n'étais pas la seule personne. Il y avait, quand tu fais grandir une boîte, tout à coup, tu as besoin un tout petit peu de structure et des guidelines. Et ça, qui était tellement cool, il nous faudrait vraiment avoir encore 6 autres personnes autour de la table qui ont bossé sur ce projet, avec Séverine, Mathieu, et puis même toi, Bertrand et Joe, parce qu'on a vu qu'il y a des soucis. Et c'est comme ça qu'on a créé vraiment un projet à l'interne. C'était un peu le début. Ouais. Alors, ce n'était pas moi qui a fait l'initiative, mais... Ouais. Oui, alors peut-être un petit côté DE. Donc DE, c'est l'abréviation pour Suisse alémanique, bien évidemment. Et puis vous allez voir, vous allez entendre peut-être plein de mots d'anglicisme. C'est vrai que c'est un domaine qui est extrêmement technique. Ça a l'air tout con. On se dit au début, c'est juste un logo, c'est juste du graphisme. Mais c'est bien plus que ça. D'ailleurs, Thierry, toi qui es là depuis le début, la Coca, la loutre, le logo, ça a changé plusieurs fois avant de ce grand travail avec Base. Comment ça se passait avant ? Alors avant, il faut s'entendre sur le terme avant, mais effectivement, Coca a eu... Avant le Covid. Je pense qu'avant la forme qu'on connaît aujourd'hui, en fait, Coca a connu 3 versions de logo, on va dire, dont 2 qui étaient des variantes. Mais une première version, je vous enjoins à aller chercher sur le Wayback Machine, sur le web, pour ceux qui connaissent, pour voir les différentes versions du site web au travers des âges. Le premier logo était finalement très rectangle, donc vraiment comme des pixels, si on veut, hein. Il y avait un système qui avait été développé pour qu'il fonctionne dans tous les sens, qui était assez cool. La deuxième version, c'était beaucoup plus proche de la forme juste avant le rebrand, les Q minuscules, et ensuite sont venus les Q majuscules, donc QO, QA avec les Q majuscules. Ce qui était à l'époque assez cool. Par contre, la couleur rose, par exemple, elle est là depuis le début. Alors au début, on avait du orange, du vert, du rose, 3 couleurs. Le rose était une des couleurs principales, et on a gardé le rose, et ça faisait finalement 17 ans qu'on avait du rose, et on a gardé le rose. Il n'y avait pas aussi un moment où il y avait genre coca.ch avec ce truc bleu? Oui, effectivement, on avait un logo coca.ch parce qu'à l'époque, des années 2000, c'était important de dire quand même que c'était sur Internet. C'était pas automatique. Donc il y avait Coca avec la petite pastille solde comme ça, .ch bleu. Et on l'a enlevé en fait. Il y a quelques années en arrière, maintenant on l'a enlevé parce que au fil du temps, elle n'était plus nécessaire. Et ça complexifiait la lecture pour rien. Et puis, qu'est-ce que ça a changé de travailler avec une agence versus justement tous les changements de logo qu'il y a eu par le passé, qui étaient un peu plus, on va dire, fait à l'interne, méthode un peu guérilla, quoi. On fait ça dans notre coin et puis on sort ça sans processus de réflexion, etc. Qu'est-ce que ça change de travailler avec une agence? Ça change tout.
Merci pour cette réponse vraiment super. Je vais donner la parole donc à Luc. Je vais essayer de rebondir là-dessus. Ouais. Si, par rapport toi qui as l'œil un peu extérieur, enfin totalement extérieur, en arrivant de la manière dont travaillait Coca par rapport à sa marque, son logo, etc., versus la façon dont ça a été fait en collaboration avec votre agence, quelles sont les différences? Qu'est-ce que ça apporte en fait de travailler avec une agence quand on fait un rebrand? Parce qu'on a l'impression des fois, on se dit ah mais il y a que nous qui savons vraiment comment on bosse, alors qu'en fait c'est pas aussi simple. Je pense que c'est important d'avoir l'œil extérieur parce qu'il y a une question d'affect aussi, une question d'équipe interne, de qui travaille dessus. C'est un rebrand, une marque, c'est quelque chose de très émotionnel au final. C'est des gens, ça fait 18 ans, 17 ans qu'on est là, ou même si on arrive dans une marque, il y a quelque chose qui prend. Donc, ce qui est intéressant d'aller travailler avec des externes, c'est vraiment ce côté un peu qu'on arrive à se détacher. Alors, il y a une partie stratégique, donc on comprend le client, on sait ce qu'il veut, on voit d'où il vient, mais on arrive à avoir un œil un peu plus neutre, entre guillemets, et puis à insuffler des choses qui, je ne dis pas que ça ne peut pas venir de l'interne, mais qui sont peut-être plus difficiles à l'interne. Et une autre chose, c'est qu'on a moins les complications et tous les petites problématiques qui existent. En étant de l'extérieur, on ne les connaît pas. Donc en fait, on s'en fout. Donc du coup, nous, on fait ce qu'on pense être le meilleur, dans la meilleure vision du monde et pour la marque. Et donc après, toutes les problématiques liées à l'interne, au logo, au truc, à l'app, machin, ce sont des choses qu'on règle plus tard. Mais ça permet vraiment de ne pas avoir de barrière dès le départ pour réimaginer un logo et toute une marque. En fait, on est libre de tout, et de toutes les attaches que peuvent avoir émotionnellement aussi les personnes qui travaillent dessus. Je pense que là, c'est vraiment aussi important de dire qu'on a travaillé sur ce projet dans des différentes étapes. Tout au début, c'était vraiment un peu de se faire challenger comment on va rendre cette marque nationale, et puis se faire challenger par une agence qui était très, très suisse-allemande, qui était assez intéressant parce que pour moi, ça fait pas 18 ans que je bosse pour cette marque, j'ai aussi travaillé dans l'autre sens où je connais assez bien des clients qui sont un tout petit peu hyper émotionnels avec leur marque, et puis juste voir les débats à l'interne et à quel moment on a pu se lâcher vraiment. C'était vraiment aussi le moment où on a créé une équipe à l'interne, où on a dit non, mais maintenant il faut vraiment écouter les externes parce qu'on est trop dedans et on pense qu'on peut trop faire. Et puis oui, ça a bien fonctionné jusqu'à maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert à des changements et puis des inputs, des experts et des compétences ailleurs. Du coup, justement, tu parlais des étapes, peut-être juste les étapes qui ont marqué en fait ce chantier-là. Thierry, si tu voulais dire quelque chose, mais peut-être juste... Je voulais dire effectivement qu'à l'interne, c'est vrai on a beaucoup d'idées préconçues. On a beaucoup on pense que ça va pas marcher. On pense qu'on sait faire. On a toujours fait comme ça. Et c'est vrai, ce que disait Luc exactement, c'est cette idée que une personne qui voit le Coca de l'extérieur, n'a pas tout ça. Et c'est hyper important. Et il y a eu une étape très importante déjà. La première étape, c'était de faire accepter déjà que le projet avait de la valeur et qu'il fallait qu'on travaille sur notre marque, qu'il fallait qu'on prenne du recul, dire mais finalement on est qui? C'est qui Coca? Et c'est pas nous finalement, c'est Coca. Et nous tous on fait Coca. Notre communauté aussi elle fait Coca, et avoir cette idée qu'en fait on devait travailler là-dessus. Nous connaître, formaliser nos valeurs, notre personnalité, notre positionnement, nos envies, enfin tout ça en fait. Rien que cette première étape de dire il faut qu'on bosse là-dessus était importante. Et puis la deuxième étape, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais la deuxième étape c'était aussi de dire maintenant on veut une marque Coca forte. Et pour ceux qui nous ont suivis tout du long, en fait, on a eu Coca, ensuite on a eu Q-Sport, Q-Wine, Kids, Q-Home. On a multiplié en fait les marques, et c'était fait de manière très organique, très naturelle. Ça a été finalement, ça a bien marché, ça a été très, très porteur. Maintenant, on attaque, finalement, on veut une marque forte, une marque pour la Suisse, une marque Coca. Et c'était la deuxième étape très importante, c'était de dire maintenant, on va arrêter de multiplier les marques et de créer une marque forte. Ça, c'était une étape importante. Puis on parle d'étapes, mais il faut aussi avoir une idée de la durée. Ça, on ne parle pas de 3 semaines, c'est plutôt 2 ans de chantier, de réflexion. Puis après, il y a toute l'étape une fois qu'on a décidé les pistes, de produire et puis de décliner, être sûr qu'on n'oublie rien. On a des exemples récents avec Twitter qui devient X, que ça ne se fait pas du jour au lendemain, même si on est une grosse boîte internationale avec des millions, des milliards. Il y a un patron un peu excentrique. Il y a un point commun avec Coca, mais bon, ça, je peux laisser les Américains. Que ça ne se fait pas du jour au lendemain, qu'il y a beaucoup de choses à imaginer. Donc, 2-3 ans. Puis, donc, c'est un vrai partenariat qui doit tenir sur la durée. Du coup, je vais peut-être prendre cet aspect partenariat des deux côtés.
D'abord Bèze. Coca, c'est une boîte très spontanée, connue pour, on va dire, le ton libéré, etc., très roman, très incarné. En quoi, c'est peut-être pas différent du tout, hein, c'est peut-être une question bête ce que je vous pose, mais ce ne sera pas la seule du podcast. Mais en quoi travailler avec Coca sur une marque, c'était différent d'avec une boîte qui ferait, je sais pas moi, des écrous, des vis, sans vouloir être péjoratif, mais il n'y a pas un savoir, enfin, il n'y a pas un business qui est hyper homogène, quoi. Non, il n'y a pas un business qui est... La grosse différence, c'est que vous êtes vachement plus marrant que des gens qui font des écrous, bien qu'il y en a sûrement des rigolos, mais disons que voilà, il y a un terrain fertile à être un peu créatif. C'est vachement agréable. Après, ce qui est... Mais par contre, dans les questions, c'est ça un peu le truc qui est intéressant avec notre métier, c'est que si on travaille avec un musée, Coca, quelqu'un qui fait des écrous, généralement, les questions, c'est toujours les mêmes qu'on nous pose. C'est j'en suis là. Mais en fait, je ne sais pas trop comment expliquer qui je suis, je ne sais pas trop comment m'expliquer, j'ai une vague idée de là où je veux aller, comment je fais, en gros. C'est les questions qu'on nous pose. Et puis après, il y a des gens plus rigolos que d'autres. Donc avec vous, c'était génial, parce qu'en plus, il y avait une équipe qui était forte, qui était formée, qui était professionnelle. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui permet qui incarnait aussi vachement fort la marque. Donc ça, c'est toujours vachement bien. Et puis ça a été fait. Donc moi, je suis participé beaucoup à la phase stratégique. Et puis toutes les questions qui étaient posées, elles étaient toujours... D'abord, elles avaient été pensées souvent par vous. Ça, c'était un truc qui était assez... Quand on a fait des workshops ensemble dans la méthode de travail, c'était quand on venait avec des questions, vous aviez toujours des réponses, mais pas forcément tous la même réponse. Donc, ça, c'était bien aussi, parce que ça nous permettait de voir que... En fait, ça nous permettait de voir qu'en fait, il y avait un manque d'alignement en fait sur certaines choses. Tout le monde dit ouais, on est vachement la même équipe, hein, on sait tout. Puis en fait, quand on pose une question, il y en a un qui répond rose, puis l'autre qui répond bleu, puis l'autre qui répond vert. Donc on se dit déjà là, ça coince un peu. Donc voilà, nous c'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir un peu des sentiments, et puis on comprend où est-ce qu'on va devoir travailler. Et puis Nina qui avait des besoins bien spécifiques aussi pour la Suisse allemande, qui nous a bien challengé, c'était super. Thierry qui a une encyclopédie de Coca, en tout cas sur tout ce qui est visuel. Donc il y avait vraiment des choses vraiment super à aller piocher. Donc nous, on a eu énormément de plaisir. Enfin, c'est sans fausse... Clairement, ouais. Et puis il y a beaucoup de confiance aussi, qui est très important de votre part par rapport à notre travail, d'accepter ce qu'on propose aussi, parce qu'on est venu avec même le logo, hein, on n'était pas forcément hyper serein quand on vous l'a montré, parce qu'on savait qu'il était juste, qu'il était impactant, mais c'est vrai que c'est un très gros changement. Donc, mais en fait, c'est vraiment aussi une collaboration. Je me souviens quand on a présenté les premiers moods aussi, enfin, c'est les réponses, qu'on voit qu'on peut pousser plus loin, qu'on peut vous challenger aussi, c'est que vous acceptez aussi d'être challengé. Donc ça, pour nous, c'est génial. C'est vrai qu'on n'arrive pas devant des équipes qui sont très, très rigides, on arrive vraiment devant des gens qui sont OK, vas-y, on fait ça, on pousse. Enfin, c'est dans votre ADN aussi, donc c'est super. Mais c'était, en termes de design aussi, c'était dingue. Vous êtes des clients géniaux parce que vous avez peu de limites. Voilà, et là, on peut arrêter. Vous êtes des clients incroyables. Ce podcast est terminé, merci beaucoup. Mais juste un bon après-midi pour répondre là-dessus, en fait, mais ce qui est marrant, c'est que les compliments, là, ça va suffire maintenant. Mais vous êtes là bénévolement, je tiens. On est bénévole. Mais en fait, c'est que sous l'idée communautaire et on déconne et on se marre, etc. En fait, derrière, c'est hyper pro. Donc ça, pour nous, c'était pas une surprise parce que voilà, quand on arrive ici, on voit, on comprend. Enfin, avant de bosser avec quelqu'un, on s'enseigne un peu qui c'est. Donc d'abord, vous connaissez, puis deux, voilà. Mais c'est super pro et c'est ça qui était super. C'est ça qui permet d'aller loin parce que faire de la déconnade pour de la déconnade. Généralement, ça va pas. C'est difficile de rendre les choses très concrètes, tandis que là, il y a des objectifs, enfin voilà. Donc ça, c'est aussi, à mon avis, une des clés du succès du projet et de Coca, c'est que c'est rigolo, ça déconne, mais c'est marrant. Et c'est marrant parce que c'est bien foutu. Voilà. On devait être à la hauteur aussi. Donc là, on a eu le passage de pommade de Bèze sur Coca. Maintenant, il s'agit de faire la réponse. Comment est-ce qu'on choisit l'agence avec laquelle on va travailler là-dessus? Comment est-ce que c'est des rencontres? Est-ce que vous avez eu plusieurs dossiers? Voilà, Nina, tiens, ça, c'est Thierry, vrai, ça. Comment vous nous avez choisi finalement? Voilà, toutes les agences maintenant de savoir comment est-ce qu'il faut séduire les clients. Répondre. J'espère que tu puisses répondre à la question. Non, mais alors on a vu une pub dans un journal, on a dit c'est eux.
Voilà. Puis Donc faites des pubs. Voilà, c'est bien, fait de la pub, ouais. Non, alors blague à part, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que quand on sait qu'on veut travailler avec quelqu'un, on sait plus ou moins maintenant, voilà, ce dont on a besoin on sait qu'on a besoin d'avancer. C'est compliqué. Et en fait, quelque part, on a eu forcément, les gens, après on dit, voilà, est-ce que tu connais une agence, est-ce que vous avez travaillé avec une agence? Donc on a eu des inputs finalement de plusieurs entreprises ou personnes, ou même des gens du métier aussi, hein, des designers et autres qui ont pu nous conseiller des différents prestataires. Et puis, donc ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a fait un tour d'horizon de finalement toutes les agences de la région, même de Suisse allemande aussi. On a travaillé avec une première agence suisse allemande aussi pour une partie du travail en amont. Parce que le projet a duré plusieurs années, hein. Je ne sais pas si on l'a dit, mais ça a quand même duré plus que 2 mois, quoi. Donc voilà, on a fait un tour d'horizon, on a fait après une grille, finalement, on a noté un peu toutes les agences, tous les partenaires qui nous intéressaient. On a fait une grille d'évaluation, donc on a été professionnels, hein, contrairement à ce qu'on pourrait. On a peut-être une ou deux bières ici et là pendant les séances, mais on a quand même fait une grille d'évaluation avec finalement les différents critères de sélection. On a regardé les portfolios, on a regardé aussi finalement le scope aussi des mandats sur lesquels ont travaillé les agences, parce qu'il y a des agences qui travaillent dans une ville, dans un canton, un pays, national, international, etc. Et puis après, on a retenu finalement, si je ne me trompe pas, 3 agences qu'on a vues en personne. Donc c'est un peu comme un entretien d'embauche au final, hein, entre guillemets. C'est le fameux pitch, hein. Ouais. Voilà, et puis les agents sont venus se présenter, on a discuté, nous montrer leur savoir-faire, etc. Et puis donc au final, on a retenu Base pour différentes raisons. Donc c'est là que tu commences à répondre à ma question. Merci. Voilà, c'est là que je dois commencer à me mouiller. Non, mais c'est vrai finalement qu'il y a plusieurs choses. Il y a une chose qui nous paraissait extrêmement forte et importante, par exemple, c'est le fait aussi que vous dites, voilà, nous on va prendre toutes les données finalement que vous avez, étudier finalement vos besoins et vous présenter une solution qui est une bonne solution. Et on ne vous présente pas finalement un panel de choses, ça veut dire on vous présente la version A, B, C, et vous choisissez. En fait, c'est eux qui nous ont conseillé sur la bonne solution finalement adaptée dans notre cas, et pas plusieurs. Et ça, c'est important. Personnellement, en tant que designer, ça me parle aussi parce que on aime bien présenter une bonne solution vraiment à laquelle on croit, parce qu'il y a l'expérience, il y a les données, il y a toutes sortes de choses qui alimentent ça, et pas 3 versions, puis on laisse au client choisir finalement sans trop se mouiller, quoi. Il y a ça, il y a aussi tous les mandats sur lesquels ils ont travaillé, qui allaient aussi dans le sens de ce que nous, on recherchait. Mais il y avait aussi un autre truc que moi j'ai adoré aussi, c'était vraiment, quand tu te mets en question ton marque, c'est le plus important. C'est vraiment cette autoréflexion que tu es prête en ton marque aussi de dire, OK, on n'est jamais parfaite, on a besoin d'aide. Et puis, nous avons besoin peut-être aussi d'un système. Si tu as un univers comme Coca qui est quand même assez complexe parce qu'il y a des autres boîtes maintenant qui sont vraiment, qui viennent en lien avec Coca, mais c'est cette fameuse architecture de la marque que tu as mentionné avant. Et puis aussi les différentes couleurs, les différents métiers, parce qu'on fait tout à l'interne. Tu as besoin de quelqu'un qui te donne comme une boîte d'outils, on te dit c'est un toolbox. Et c'est ça que j'ai adoré pendant votre pitch, que vous êtes arrivé avec, je pense que je ne sais plus que c'était une autre marque que vous avez posé dessus, où vous avez montré les différentes étapes et les possibilités avec tous les trucs que vous avez construits côté design. Et pour moi, c'était genre, mais pour nous, ça pourrait être génial. Et c'est là où on est aussi arrivé maintenant. C'est ça qui est hyper cool. C'est genre, on a des dossiers, mais on a de la liberté quand même, avec ces guidelines clairs et avec tous ces différents outils qui sont là et prêts à utiliser pour que les gens à l'interne et les loutres peuvent faire n'importe quoi avec. Mais ça reste dans la ligne de la marque. C'est un vrai système. C'est ça. Cette idée de système, mais pas d'arriver à quelque chose de figé, finalement. On a besoin d'un système, finalement, typo, couleur, logo, pictogramme, tout ce qui est iconographie, etc., pour pouvoir travailler et pas seulement être cantonné dans quelque chose de très figé, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui nous a plu. Et ça peut évoluer aussi, c'est ça qui était cool. Ouais. Après, il y a eu le contact humain aussi. Il y a toujours un contact humain, finalement, dans les rencontres. C'est pas qu'on n'a pas aimé les autres. On n'est pas sur le grill, sur le contact humain. On a été invité à des repas gargantuesques. On a regardé si on arrivait à finir les assiettes ou pas. C'est ça. Est-ce qu'on rentre un peu dans l'ADN Coca ou pas? Mais c'est vrai, t'as raison, c'est hyper important. J'ai pas parlé du contenu de la grille d'évaluation. Non, mais c'est hyper important que... d'ailleurs, les meilleurs jobs, en général, ils se font avec des gens avec qui ça marche bien. C'est vrai que le pitch, c'est un moment hyper important. On digresse un peu, mais pour une agence, tu dois montrer à la fois ce qui dysfonctionne
mais quand même faire gaffe à pas faire que dire que tout dysfonctionne, parce que tu dois quand même montrer Ouais. que tu es sympa. Ouais. Et puis c'est vrai que Coca, il y a quand même un écosystème qui est très on va dire, pas très cadré, mais très marqué, en tout cas avec des termes caucasiens, communauté, le cul partout, le rose, etc. Vous, quand vous lancez dans ce projet, donc je parle à Luc et Hervé, comment est-ce qu'on aborde ce genre de projet-là, où il y a beaucoup de choses très marquées, c'est un peu le bordel, il y a aussi la loutre, la fameuse loutre dont on reparlera plus tard. Est-ce qu'on part de l'idée qu'on va écouter, voir jusqu'à où le client est prêt à aller, ou bien est-ce qu'on propose carrément de tout changer, on a envie de tout péter? Enfin, comment est-ce qu'on aborde ce genre de chantier? C'est vraiment un chantier. C'est un beau chantier. Pour la partie design, on va essayer de répondre au maximum à ce qui a été fait en stratégie en amont. Donc en fait, on ne va jamais casser pour casser ou créer pour créer. On va essayer de répondre aux besoins de la marque, aux besoins à l'histoire aussi de la marque. On va essayer de répondre en fait au brief que les designers en reçoivent, c'est-à-dire la stratégie. Donc on dit ok, Coca, c'est ça, ils ont telle valeur, ils ont telle mission, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et après on regarde ce qui existe, ok, est-ce que ça marche, est-ce que la loutre elle existe, est-ce qu'elle a lieu d'être. Donc on va jamais essayer de fausser qui est la marque, qui vous êtes. Donc on a essayé d'imager simplement pour nous ce que vous étiez aujourd'hui en tout cas. Ouais, mais connaissant Luc, je peux vous dire que la première chose qu'il a en tête, c'est qu'il a envie de tout casser. Non, mais c'est vrai, il faut aussi dire. C'est Non, pas quand c'est bien. Non, certains. Ouais. Alors, je dois avouer, certaines fois, oui. J'ai envie des exemples. Je ne vais pas donner de nom. mais Coca, c'est tellement riche aussi qu'en fait, on a envie. Pour le coup, Coca, moi, j'avais plus l'impression que ça s'était dilué avec le temps, qu'il y avait quelque chose qui était devenu un peu. Voilà, parce que ça s'est fait de manière organique, donc c'est normal. Mais je me suis dit, avec ce qu'on a reçu, il faut tout rempacter, renforcer à fond et puis que ça pète. Donc moi, c'était un peu ça quand on a vu le brief, quand on s'est rencontrés pour les workshops. Mais en fait, c'est tellement. Faut que ça pète. Tout est là, mais faut pousser les manettes en fait. C'était un des trucs sur l'héritage aussi. Je me souviens, on avait eu des bonnes discussions ensemble où on se disait que finalement, à la base, c'était un truc un peu fou, puis qu'ensuite, c'est devenu quelque chose d'un peu grand. Et puis que ce truc un peu grand, il a dû commencer il y avait l'arrivée des data. D'analyse, combien on vend, est-ce qu'on vend assez, est-ce que c'est rentable, est-ce qu'on peut engager du monde, tout à coup ça devient une grosse boîte, et puis ça c'est une pression, la pression économique elle est forcément forte, et puis du coup on devient un peu plus safe dans notamment différentes choses, ça peut paraître du détail pour ceux qui écoutent, comment c'est présent sur l'app, tout devient un peu plus un peu plus slick. Peut-être qu'on va ressembler un tout petit peu plus ou on commence à ressembler à un truc un peu plus comme nos concurrents. Voilà. Et puis en fait, en discutant avec vous dans la partie stratégique, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie envie, c'était de revenir à cette pêche et à cette non-conformisme en fait qui faisait l'histoire de Coca. Donc c'est ça qu'on a aussi remis dans la marque. Puis c'est ça qui fait que c'est pour ça qu'on a eu envie de changer, quoi. C'est vrai que ça nous a fait plaisir, justement, quand on a vu. Il y a eu tout le positionnement, on parlait avant de positionner la marque, finalement, ses valeurs, et ensuite le travail d'identité visuelle, on va dire. Mais quand on a vu le mood board déjà à la base, quand on est allé chez Base pour voir le mood board, on était là, yes, ça va dans le bon sens. Parce qu'en fait, effectivement, les différentes personnes qui travaillent sur le visuel, comme tu l'as dit, dilué. Et je pense que c'est un peu le bon mot. C'est qu'effectivement, ça s'est fait de manière organique. Et il y a eu le Covid, il ne faut pas l'oublier. C'est un peu 2-3 ans de flottement comme ça, un petit peu. Beaucoup de changements pour Coca à ce moment-là. De gens aussi sont arrivés chez Coca. Donc on a quasiment doublé l'entreprise. Je n'ai pas les chiffres, mais donc beaucoup de gens, en fait. Et on avait ce besoin, finalement, de dire, se recentrer, quoi. Et ça nous a fait plaisir parce que quand on a vu les premières présentations de visuels, on dit, yes, en fait, ça reprend finalement ce qu'on aime chez Coca. Et ce qu'on avait finalement il y a quelques années en arrière et qu'on a laissé tomber, même si je prends un exemple complètement stupide, mais c'est ce bandeau sold out, là, finito, il n'y a plus. C'est quelque chose qu'on faisait beaucoup avant sur Coca. On avait ce gros bandeau, on avait des planches en bois avec des petits serments de vigne comme ça pour Q-Wine, etc. Et on voulait retourner dans ce côté, finalement, redonner de l'émotion, du côté, voilà, du sucre, quoi, dans le sirop qui s'était un peu dilué, quoi. Et je pense que
C'est ce qui nous a aussi plu dans le... Ce qu'on peut déjà plus ou moins établir comme un peu règle, si jamais il y a une entreprise qui écoute ce podcast puis qui aimerait changer de marque, etc., c'est de jamais venir en disant à l'agence, vous avez carte blanche. En gros, il faut quand même avoir beaucoup préparé en amont, puis pas penser que ça va venir dans un claquement. Une carte blanche, en fait, ça sert personne, je crois. Ce qui peut paraître paradoxal pour les gens de l'extérieur. Oui, mais en fait, il n'y a pas de propos s'il y a une carte blanche. Enfin, on va faire un truc que nous, on aime bien, mais est-ce que ce sera juste... Il n'y a pas de bon ou de mauvais goût. Ça, c'est déjà aussi le truc. C'est que bon goût, mauvais goût... Alors, en tout cas, pour nous, quand on s'attaque à ce genre de travail-là, et là, je fais un mini parallèle entre... Nous, on a des styles qui sont extrêmement différents. On n'est pas un studio de designers graphiques, comme il y en a énormément en Suisse. D'ailleurs, moi, je viens de là. Donc, mais en fait, on n'est plus ça. Aujourd'hui, on n'est plus dans vouloir proposer notre interprétation de ce à quoi les choses doivent ressembler ou comment les choses doivent être montrées. Nous, on est des catalyseurs finalement de besoins qu'on digère et qu'on restitue de manière... des fois, ce sera comme Coca. On travaille beaucoup dans l'industrie du luxe. On n'a pas... Ce qu'on a fait pour Coca, c'est pas notre style. D'ailleurs, on n'a pas un style, je crois. Ça, c'est ça une agence de branding, en fait, je pense. Pour de vrai. Moi, j'ai encore une question parce que moi, tout au début, on a parlé un tout petit peu, on a checké des différentes agences, et puis moi, j'étais toujours un peu challenger côté D. C'était pas Suisse allemande. C'était pas toujours facile parce que tu passes un peu comme la méchante, tu vois, où tu challenges en tant... Parce que c'est assez intéressant, la Suisse, on t'en paye si tu veux créer une marque nationale, parce qu'on sous-estime le fameux Röstigraben, parce que oui, il est là et il est assez présent. Et puis moi, j'étais aussi choquée quand j'ai commencé chez Coca, la différence en culture, la langue, mais aussi côté visuel, où c'était genre... mais c'était abusé. Et puis c'était toujours moi la personne qui a dit, non mais, désolé, oui, la référence, elle n'est pas là, parce que les gens côté D, ils regardent la télé, l'Allemagne, et puis je suis désolée, ils ne vont pas reconnaître ou les phrases ou des trucs comme ça. C'était assez intéressant. Pour vous, j'imagine, c'est quelquefois aussi challenger ou c'était pas... C'était super, ouais. Non, c'était très bien. Ouais. Alors, en plus, la Suisse, c'est un marché qui est compliqué parce que tu travailles vraiment dans deux pays différents. Enfin, pour de vrai, les références, tu as raison, elles sont différentes. Donc, non, pour nous, c'était un challenge. Justement, on parle de ce Röstigraben. Nina, toi, tu es la mieux placée pour répondre à la question. C'est quoi, si tu devais donner comme ça assez brièvement les grandes différences en fait, entre une manière de communiquer en Suisse romande et une manière de communiquer en Suisse allemande? C'est la question à $1 million. Et puis, tu n'as pas le droit d'utiliser la carte qu'utilisent beaucoup d'entreprises suisses, c'est l'anglais. L'anglais. Non, mais c'est rigolo que tu dis ça. Il y a Séverine qui nous écoute là. Salut Séverine. Elle représente vraiment la com côté FR et puis elle déteste l'anglais. Pour nous, côté D, on est tellement habitués avec les anglicismes. On les utilise tout le temps. De la com, pour moi, c'est aucun souci. Si quelqu'un dans mon équipe écrit un texte, il y a genre 2-3 mots en anglais, c'est normal. Hein. Et puis ça, j'ai dû bien apprendre que non, côté FR, il y a toujours un mot qui existe. C'est pas le laptop, c'est l'ordinateur, c'est pas social media, c'est les réseaux sociaux, mais c'est juste pour un tone of voice, avec une marque qui est connue pour un tone of voice. Désolé, c'est aussi un mot anglais. C'est quoi le mot français pour le tone of voice? Ton de voix. Ton de voix. Désolé, le ton de voix. C'est là, je vais bien dire à Séverine, parce qu'elle utilise toujours tone of voice. Ton de voix, c'est assez important de garder ça en tête et de respecter dans tous les deux côtés que non, si on décide qu'on communique vraiment en français et en allemand, qu'on on est aligné. Mais oui, alors la langue, l'humour, c'est là aussi où il y a une grande différence. Il faut faire attention, tout au début, que Coca a commencé à côté D, ça fait genre plus que 11 ans, j'imagine. C'était en 2000, je sais pas. Mais ils ont commencé juste de faire traduire les textes, one-to-one, un à un. Ouais, et puis, voilà. Les gens compris. Et puis, c'était intéressant parce qu'on a bien vu que non, ça ne fonctionne pas. Les gens ne trouvent pas marrant. Et puis, c'est de trouver un style qui est vraiment pour culture D, et de aussi respecter ça, où j'étais assez impressionnée de voir ça, côté, voilà, les références, les codes dans le visuel, dans le design, que oui, il faut trouver quelque chose qui fonctionne pour tous les deux côtés. Et puis ça, du coup, le côté, du point de vue d'une agence qui est expérimentée dans le domaine, c'est un défi
le côté national, le côté culturel, etc., entre la Suisse alémanique et la Suisse romande, c'est un défi qui est commun à tout le monde? Est-ce qu'il y a des entreprises qui s'en fichent royalement en fait de ça et puis qui proposent quelque chose en anglais, consensuel Comment c'est géré ce virage-là en fait? Je sais pas ce que toi t'en penses, mais généralement ça dépend vraiment des... Nous, on travaille avec d'autres entreprises qui sont aussi côté francophone, suisse-italien et allemand. Il y en a qui switchent sur l'anglais de manière totalement naturelle, parce qu'ils n'ont pas envie de s'embêter. Que je peux comprendre. Ce qu'on peut comprendre. Ouais. Mais d'un autre côté, moi j'aime assez bien les langues, et je trouve que c'est chouette aussi quand il y a des vrais termes en suisse-allemand. Enfin, il y a une richesse de la langue qui est intéressante. Quand nous, on travaille dans la com, donc les mots, ils doivent claquer un peu. Ça doit aller assez vite. Et l'anglais, c'est une langue qui est parfaite. Donc c'est pour ça aussi qu'elle est un peu universelle. C'est une langue hyper énergique. Donc ça aide beaucoup. Ouais. Ça explique d'ailleurs qu'on ait choisi quand même le slogan Love Each Other en anglais. Quoi, ouais. Exactement. Ouais, tu l'as dit dans mon esprit. En fait, j'ai pensé ouais. à ça, Love Each Other. En fait, ce qu'il y a, c'est que chez nous, on a les loutres. Hein. D'ailleurs, maintenant, tout le monde... Avant, on avait le doute pendant quelques temps, finalement, qui sont les loutres, etc. Suis-je une loutre? On s'est posé des grandes questions. Voilà, loutre ou ne pas loutre. Enfin, et là, finalement, maintenant, on a dit, voilà, tout le monde, toute la communauté de Coca, finalement, c'est une communauté de loutres. Sont toutes des loutres. Et d'ailleurs, il y aura peut-être bientôt des choses qui vont venir là-dessus à faire à suivre. To be continued. En fait, le truc, c'est ça, c'est que on joue avec ce jeu de mots Otter, par exemple, qui fonctionne en anglais, en allemand. En français, c'est vrai qu'on ne l'utilise pas, on a les loutres. Et du coup, Love Each Other, il y a des jeux de mots, c'est-à-dire Love Each Other, The Otter World, enfin, on peut faire des jeux de mots. Quand le jeu de mots vaut la peine, en anglais, on le fait. Par contre, si on peut le dire en français ou en allemand, on va le dire en français ou en allemand. Donc ça veut dire qu'un slogan, un gag, une punchline, on va le faire en anglais. Par contre, tous nos textes de contenu, toutes nos explications, toute notre communication va se faire dans les deux langues. D'ailleurs, ouais, pour revenir à la loutre, comment est-ce que le travail a été fait pour changer de celle qu'on avait avant à celle qu'on a maintenant? Puis là, c'est peut-être le côté un peu plus graphique. Comment est-ce qu'on ose toucher à un animal aussi Quand je disais avant que des fois j'assassine des choses aussi directement. Je l'ai assassiné, je l'ai enterré et puis on en a refait une nouvelle. Voilà. Elle avait bien vécu, c'était son temps et il fallait quelque chose qui matche un peu plus avec la nouvelle identité. Il fallait quelque chose aussi un peu plus flexible dans un sens. Il y avait aussi cette question de modularité, du futur, de que chacun puisse se l'approprier. Donc ça a été assez rapide. Hein. Elle a été très vite, ça a été fait une nouvelle. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être un peu expliquer les inspirations où tu allais chercher un peu les idées? C'est très compliqué. Oui, justifie le cachet là. La loutre est un animal extrêmement compliqué à représenter. Parce qu'on est à 2 pas d'un castor, d'un rat, d'un espèce d'autre mammifère, d'un singe. C'est un enfer. Franchement, je ne sais pas pourquoi vous avez choisi ça. Je raconterai ça. C'est horrible. Donc, je pense que vous êtes les premiers et derniers à avoir une loutre comme mascotte. Mais c'était beaucoup de recherches sur Internet, comme tout le monde, de voir comment représenter au mieux, et d'études de loutre, d'aller dans les rivières, bien sûr. J'ai passé une semaine au Mozambique, c'est ça? Exactement. En nature. Nu. Pour bien la représenter, c'est le résultat qu'on connaît. Ouais, ça c'est l'école de graphisme allemande, ça. Exactement. Se mettre dans la peau du... C'est intéressant, hein, ça a créé vraiment beaucoup de feedback, la fameuse loutre sur les réseaux sociaux, aussi sur le forum. C'était incroyable parce que les gens ont adoré. Mais comment c'était mignon avant, qu'est-ce que vous avez fait? Et il y avait des autres extrêmes où les gens ont dit, mais c'est tellement cool, c'est exactement ça. Là, on peut créer n'importe quoi avec cette loutre. J'ai trouvé... hyper intéressant de voir ça. Ça, c'est un point qu'on peut ouvrir maintenant. C'est justement comme Coca en fonctionnement très communautaire, où on a beaucoup de projets, on va demander l'avis des gens, etc., etc. Là, ça n'a pas été le cas. En gros, on a fait le travail, on l'a livré un peu par surprise. Hein. C'était voulu au moment de la semaine anniversaire des 18 ans. Comment vous avez géré... je dis vous parce que je me désolidarise complètement du tout, vu que j'anime, c'est pas du tout. En fait, comment on a assumé le fait de peut-être déplaire à la communauté, puis de faire une démarche sans la prendre en compte? C'est une bonne question. Alors, c'est vrai, tu l'as dit, on l'a livré un petit peu comme un cadeau un peu pour la semaine anniversaire, qui est un peu le fruit de tout ce travail qu'on a fait. En réalité, il y a autant d'avis et de goûts personnels que de personnes. Ça veut dire qu'il n'y a pas
une façon juste, il n'y a pas une vérité en fait dans le domaine visuel. Par contre, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais et oui, il y a 10 personnes qui ne vont pas aimer, 10 personnes qui vont aimer, ou des proportions différentes, c'est égal. La question, c'est est-ce que ça communique ce qu'on veut communiquer? Est-ce que ça nous représente? Est-ce que ça touche les gens? Et on va dire qu'on l'a vu, hein, on a sorti un article de blog pour la semaine anniversaire et il y a des milliers de commentaires. On a répondu à pas mal de commentaires d'ailleurs et on a pris beaucoup de feedback. Certains détestent et certains adorent. Bon, certains s'en foutent aussi. Hein. Mais en réalité, il y a beaucoup de personnes qui détestent et beaucoup de personnes... Personne écrit pour dire, en fait, ça ne m'apporte pas. Voilà. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est ça. C'est que finalement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est créer une émotion. Et une marque, finalement, elle est là aussi pour ça. C'est créer une émotion, c'est représenter une attitude, c'est représenter... Et nous, on est contents, même si les gens n'aiment pas. La loutre, le logo, la couleur. Le rose, par exemple, c'est une couleur qu'on a depuis 18 ans. Hein. En gros, c'était du magenta avant à 100%. Maintenant, on l'a dilué un petit peu, mais on l'a mis beaucoup plus, par contre. Voilà, certains ne l'aiment pas, tant mieux. Hervé, ça c'est un truc qui est hyper important, j'imagine, pour une agence. Le moment où tu livres le livrable et puis le client, Coca en l'occurrence, défend les choix. C'est aussi pour ça que le travail en amont, il est aussi long. C'est parce qu'il faut que le client s'approprie ses choix qui sont un peu les siens, un peu ceux de l'agence qui sont issus d'un partenariat. Comment est-ce qu'on vit en tant qu'agence le moment où ça vous appartient plus, quoi. Et puis, vous faites plus partie du processus. Alors vous accompagnez, tu pourras peut-être expliquer ça ultérieurement, dans la suite, mais comment est-ce qu'on vit le moment où, en fait, maintenant je vais voir comment le client il a digéré tout le travail de son côté et puis. C'est notre quotidien. Hein. Nous, on crée des bébés et puis ensuite Vous les confiez à d'autres. On les confie à d'autres et on peut retourner faire la fête. Donc on n'a que la bonne partie. Non, mais des fois il y a un petit côté crève-cœur, c'est vrai. Des fois c'est embêtant. En préparant un tout petit peu l'émission, on en parlait tout à l'heure avec Thierry, mais en fait, notre cœur de métier, c'est aussi de rendre nos clients complètement autonomes, en fait. On ne peut pas être indispensable. Si on est tout le temps là et qu'on suit nos clients et les projets ad vitam aeternam, déjà, nous, on est des créatifs, donc on va s'ennuyer un peu assez vite. C'est pas dans notre ADN de suivre les projets sur trop longtemps. Par contre, on essaie vraiment d'accompagner le plus longtemps possible et de rester un partenaire pour qu'une fois que l'autonomie est arrivée, en fait, qu'on voit que ça se développe et que ça aille bien et que finalement l'identité, elle fonctionne super bien partout et tout le temps. Et voire même, elle est remodelée, réexploitée. Il y a des choses qui apparaissent parfois dont on n'avait pas conscience au moment où ça a été livré par les équipes internes. Donc, non, nous, on vit ça toujours bien. En fait, vous posez les bases. En fait, on pose les bases. C'est ça. Exactement. Je viens de comprendre votre graine. Voilà. Vous êtes fort. Justement, peut-être là, vous pouvez toutes et tous répondre. À partir du moment où la marque est choisie, il y a énormément de travail de production à faire, réfléchir à toutes les déclinaisons. En gros, c'est quoi le point qu'on peut vite oublier c'est quoi ça a l'air tout con. On n'a qu'à juste copier-coller le logo. Enfin, je fais exprès. Là. Vous copiez le nouveau logo, vous changez l'ancien, puis c'est bon. Mais c'est plus compliqué que ça, en fait. Alors, je pense que là, déjà, pour la com interne, c'était un truc de malade. On est quand même maintenant à 230 loutres chez Coca. Et c'est difficile parce que, comme on a dit tout au début, c'est hyper émotionnel. Les gens ont eu des marques comme Q-Sport, Cooking et tout ça. Et puis, tout à coup, ça fait presque l'impression que tu casses leur petit bébé qu'ils ont créé depuis des années. Et puis, comment tu fais passer le message en interne et à quel moment tu fais quoi passer comme information? Parce que si tu montres trop, déjà tout au début, que des designs, même si ce n'est pas encore défini, c'est là où c'était assez intéressant. Et moi, j'ai complètement sous-estimé tout au début. Après, c'était cool parce qu'on a créé des morning coffee. En interne, c'est un peu une demi-heure tout au début du matin où on informe toute la tanière. Et c'est là où, avec Thierry et toute l'équipe brand, on a vraiment créé des présentations pour montrer. Après, c'est genre de ne pas oublier tous les différents endroits où tu as placé des logos. Parce que c'est là où tu oublies vite. Hein. C'est quand même en 18 ans. C'est partout. Ouais. C'est probablement l'endroit le mieux caché, celui où putain, on l'a oublié celui-là. C'est le petit logo sur le site web d'un partenaire ou dans une app d'un partenaire ou quelque part glissé dans un formulaire pour s'inscrire. Voilà, Welcome, Direct, Sunrise, tous les autres là où on a
les outils. Ouais. Ah, ça, c'est un truc que je peux peut-être soulever quand même. Parce qu'en tant qu'agence, pour nous, c'est assez... Ça arrive régulièrement, mais c'est assez... Il y a la proportion entre nos clients quand ils changent d'identité, c'est vraiment ce qu'on fait. Ce que vous avez fait, un on-off, là, comme ça, c'est assez rare, en fait. Hein. Ouais. Par exemple, on a travaillé pour une grande marque qui fait des crayons en Suisse, pour ne pas la nommer, et ils ont des stocks un peu. Donc, quand on change un logo, par exemple, ou quand on change une identité, des fois, il y a des stocks, et en fait, des vieux... Ça prend des années, en fait, en général, hein, pour s'implémenter vraiment. Donc, on est obligé de construire des trucs qui doivent tenir au moins le temps d'un changement de stock, par exemple. Ouais, c'est vrai. Mais nous, on a la chance d'être une marque qui est quand même, on va dire, à 90% sur un terrain numérique, quoi. On est sur le web, on a une app. Donc, on a beaucoup moins... Et on produit finalement relativement peu de stock d'objets physiques, justement aussi dans une optique de rester... Enfin, de ne pas surproduire, en fait. Et là, on a finalement peu de stock. Alors, on a quelques cartons, du scotch, on a 2-3 trucs comme ça qu'on va écouler au fur et à mesure, hein, forcément. On voulait avoir un effet un peu là, waouh, comme ça, à tout d'un bloc, mais après, on va écouler quand même un peu des vieux stocks ici et là. On va pas faire des lits avec ou je sais pas quoi. On va les utiliser. Donc, ouais, ça, C'est d'ailleurs, il y a souvent, on voit souvent dans les médias un changement de logo d'une banque ou peu importe. C'est souvent pas immédiatement perceptible, et puis le grand public, il est souvent frappé par le coût engendré par ce genre de projet. Maintenant, on peut expliquer, c'est aussi en fait, c'est pas forcément la phase de réflexion et de stratégie, mais c'est la phase de déploiement, c'est la production de tout le contenu qui coûte extrêmement cher. Voilà, la prochaine fois que vous verrez un article dans le 20 minutes, Crédit Suisse, chanson, enfin non, Crédit Suisse. Crédit Suisse, ils vont changer leur logo, mais c'est une dernière fois. Mais c'est l'exemple que j'avais en tête. En fait, c'est ça qui coûte cher, en fait, c'est cette production-là. Et puis c'est vrai qu'avec Coca, on a ce travail en moins. Il y a un exemple emblématique, c'est Suisse à l'époque qui avait refait son identité, finalement passé de Suissaire à Suisse, et on avait vu des montants astronomiques. Il y a des avions à réemballer, en fait, aussi, quoi. Oui, c'est le coût de tout. Ouais. On est en train d'ouvrir un peu les yeux. Par rapport à ça, peut-être Hervé, à quel moment une entreprise peut se dire allez, c'est peut-être le moment de voir si on devrait changer de marque, de logo, de façon de nous raconter. C'est quoi les déclics habituels dans une entreprise? C'est marrant parce que souvent, c'est assez souvent... Nous, on travaille souvent à des phases... On travaille généralement soit à la création d'une entreprise, c'est-à-dire j'ai envie de vendre des mouchoirs en papier, comment est-ce que je m'appelle, aidez-moi, voilà, etc. Déployer, créer un univers. Donc ça, c'est le premier client. Le deuxième, c'est celui qu'on a le plus, c'est le client qui s'est, comme vous, qui a grandi, qui a évolué, puis un jour il se regarde dans la glace et puis il se trouve que ses habits lui vont plus très bien en fait. Puis il se sent plus tellement lui-même. Et donc il se dit il faut que je réfléchisse un petit peu à un relooking, en tout cas que je me sente vraiment à l'aise pour affronter l'avenir. Et puis il y a d'autres, et ça c'est aussi par exemple des business qui peuvent changer quand il y a, dans un business familial par exemple, quand il y a un changement de génération. Quand papa et maman laissent la boîte à leurs enfants. Alors, c'est sympa d'aller habiter chez ses parents, la maison est grande, mais on n'aime pas trop la déco, quoi. On ne s'y sent pas à l'aise. En gros, c'est un peu ça. Et puis après, il y a les clients, en fait, qui sont à un moment où, en fait, ils sont à un moment de rupture. Ils sont à un moment où ils se rendent compte que s'ils continuent comme ça, ils vont se casser la gueule. Et donc, il faut opérer, nous, on appelle ça des clients en révolution. On renverse la table, on rechange tout. Mais ça, c'est des clients qui sont hyper intéressants parce qu'ils sont prêts vraiment à aller très profond, très au loin, à changer de produit, changer de direction, arrêter de vendre là, aller là. Donc ça, c'est des clients aussi qui sont super chouettes. Mais c'est ces trois grandes étapes-là. Ouais. Puis est-ce qu'il y a des fois où en fait, vous dites, en fait, stop, vous savez quoi, vous avez d'autres problèmes à régler avant de changer votre marque. Ça arrive, ça? Ouais. Il y a des clients qui viennent nous voir que pour de la stratégie, par exemple. Alors qu'on est des designers à la base. Il y a vraiment des clients qui viennent nous voir, nous consulter. Alors, un peu moins les graphistes, mais en tout cas, moi, des fois, on me pose plein de questions, en fait. Qu'est-ce que tu penses de mon business? Qu'est-ce que je devrais faire? Enfin, voilà, oui, ça, c'est des choses qu'on fait. Alors que je n'ai pas de formation de business. Je répète, je suis un designer. Mais c'est comme ça fait un petit moment que je suis là-dedans, j'ai entendu tellement d'histoires et tellement de besoins que finalement, on connaît le puzzle et on arrive avec un peu de bon sens et comme tu le disais, de distance,
à dire ah mais en fait je pense que tu devrais faire ça et ça dans cet ordre-là. Donc on a une phase de conseil aussi. Justement, peut-être qu'on... Ouais, vas-y. Je dirais aussi, c'est que le branding, on parle beaucoup de logo, couleur et tout, mais en fait, ça, c'est une toute petite partie. C'est le visuel. Et c'est vrai que aujourd'hui aussi, dans les temps qu'on vit, je crois que tout le monde se pose beaucoup de questions sur la consommation, sur notre place, sur les valeurs. Je pense que si on se pose ces questions-là et qu'on n'arrive pas à les sortir à l'interne, c'est là où l'œil externe arrive. Et même si on se dit non, mais enfin, on look good, on se sent bien de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a un truc qui grince un petit peu. C'est là où je pense qu'il faut se dire peut-être le temps de remettre les choses à plat, simplement. Et souvent, ce qui est vachement bien dans ce genre de truc-là, c'est qu'il n'y a pas d'impact forcément sur l'extérieur, des fois, sur un business qui pourrait marcher très très bien, mais par contre sur les équipes internes, sur une cohésion dans une boîte, sur la motivation des gens pour pouvoir recruter aussi des gens qui sont ceux dont on a vraiment besoin, les meilleurs pour nous en fait. Donc ça c'est des choses que nous on aime bien faire. Il nous reste à peu près un peu moins d'une dizaine de minutes. On va peut-être maintenant passer à la partie conseil. Maintenant que l'opération est terminée, ça s'est bien passé, on continue, etc. Est-ce que du côté de l'agence ou du côté du client, il y a un conseil que chacune d'entre vous peut donner à l'entreprise qui se dit moi j'ai envie de le faire, Béz, ils sont super, je vais les appeler demain. Juste avant de le faire, il faut qu'ils pensent à quoi? Je pense que l'avis du client et l'avis de l'agence peut être pas mal par rapport à ça. Tu as le droit de réfléchir. Je peux faire une musique de son. Je commence, tu C'est le commences. moment où je dis Nina, je pense que tu... Ouais, c'est ça. Je m'attendais à ça. T'es prévenu. On pourra mettre une musique d'ascenseur au montage pour faire patienter un peu. Non, je pense qu'en tant que marque... Non, en tant que marque, le plus important, c'est vraiment d'être ouvert à se mettre à question. Vraiment, il faut toujours évoluer, il faut toujours être ouvert pour des changements. C'est pas le plus facile. Et avec une marque comme Coca, moi, j'ai bien capté que aussi il faut sortir de l'ego. Ça n'aurait jamais place, ni pour un positionnement, ni pour une stratégie d'une marque ou pour le design. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est déjà un sujet assez émotionnel, mais c'est pas moi la boîte, c'est pas Thierry qui a créé, même si c'est pas Pascal, et c'est ça que j'ai adoré avec Pascal, parce que lui, il était vraiment hyper ouvert à tous des changements. Il a dit go, 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 et puis nous, on a quand même hésité un tout petit peu, et c'est là on où... l'a pas vu, hein. Non? Pascal, on l'a vu parce qu'on a discuté avec lui, mais à aucun moment on a travaillé avec Pascal. Oui, c'est vrai. Il était hyper Parce qu'il en retrait, faisait c'est un vrai job de... C'est la personne qui pouvait avoir le lien le plus émotionnel. Exactement. Le plus fort. Mais parce qu'il faisait confiance, et puis lui aussi, il était vraiment ouvert, il a dit go, et c'est là où moi je dis, il faut oser. Et aussi de se planter. On a bien vu qu'est-ce qu'on a encore à améliorer, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Il y a encore un grand travail. C'est là où, encore une fois, à l'interne, les gens, ou même à l'externe, pensent maintenant que il y avait un rebranding, c'est tout finito, tip-top. Mais non, c'est là où le travail, ça commence. Et puis, il faut être prêt. Et oui, ça prend du temps. Et voilà, il faut être prêt à bien se laisser le temps, pas de stresser, même si les gens ne comprennent pas pourquoi ça prend autant de temps. Mais c'est presque un travail sur ton identité, ta personnalité d'une marque. Et c'est jamais facile. C'est comme tu vas pas juste faire une session et après c'est done. C'est genre, ça prend du temps. Moi, ça va dans le même sens. C'est comme dit Nina, effectivement, il faut être prêt à changer. Ça veut dire que tu peux pas dire non, moi je veux changer. Il faut pas avoir d'idées préconçues, genre on veut ça. Et puis après, tu as juste des exécutants, c'est pas ça. Il faut être vraiment ouvert en fait, à prendre les inputs, l'expertise en fait des gens qui travaillent autant sur la stratégie que sur le visuel. Et il faut accepter en fait que c'est pas toi en fait, c'est une entité à part dans laquelle tu évolues, pour laquelle tu vas te battre, etc. Mais c'est comment elle va se présenter aux gens en fait. Et ça c'est hyper important. Et accepter aussi au fait que tout le monde va pas forcément aimer le résultat. Et c'est pas une question d'aimer, c'est vraiment une question de bien se présenter et puis voilà, on peut pas plaire à tout le monde et il faut l'accepter aussi. Et ça, c'est assez difficile. Nous, on s'inquiète quand ça plaît à tout le monde. C'est ça, mais on peut s'inquiéter quand ça plaît à tout le monde. Ça veut dire qu'on a été un peu plat, quoi. Un peu consensuel. Et quelque part, c'est ça. Il faut pas chercher absolument... Après, tout dépend de la marque, attention. Mais il faut pas chercher la consensualité à tout prix, surtout pas. Et puis, il y a aussi un autre truc auquel j'ai pensé, c'est... on parlait de Pascal, justement, qui, lui, effectivement, finalement, a laissé aux gens
Donc Coca, en fait, leur a donné sa confiance. Et il faut, pour un projet comme ça, en fait, avoir des gens qui ont un groupe, le moins de personnes possible, si possible, quand même, qui peuvent décider vraiment et qui ont les moyens finalement de faire avancer le projet. Parce que si à la fin, il y a une personne qui arrive et dit non, ça joue pas, ce que vous avez fait, c'est nul, on arrête tout, ça joue pas. Il faut vraiment avoir des gens dans l'entreprise qui peuvent le faire, et puis un partenaire, pour travailler avec le partenaire aussi, comme Base en l'occurrence, pour discuter, puis ce soit pas juste on discute, mais on met tout en question tout le temps. Sinon c'est très difficile. Puis maintenant, l'œil de l'agence, quel conseil on peut donner à un client potentiel, à part choisir Base. Choisir Base. Je m'occupe de votre partie marketing. Le meilleur. Voilà, merci. Non, tout a été dit de mon côté. Ouais, moi, je crois qu'il y a quelque chose que je vois de plus en plus aussi, c'est d'être assez authentique. Je crois que nous, on réussit aussi les brandings quand les gens qui sont, pas essayer de se mentir en tant que marque, vraiment assumer qui ils sont en fait, avec les bons et les mauvais côtés. Mais c'est là où on voit que ça marche. C'est que quand on essaie de vendre quelque chose qui n'est pas ce que c'est, ça se casse très très vite la gueule. Voilà. Être be yourself. Merci. Et puis moi, j'ai des conseils aussi, mais les conseils, d'abord, c'est de ne pas sous-estimer le temps que ça prend. C'est une psychanalyse. Et donc ça prend, et plus un relooking, plus après faut tout construire. Donc non, ouais, ça prend énormément de temps. Ça nécessite des équipes à l'interne qui sont dédiées, et ça nécessite du budget. Ça coûte cher. Ça coûte cher parce qu'en fait, ça demande énormément d'heures de travail, de cerveau, de gens qui vont faire des choses, des équipes internes. Donc nous, on va coûter de l'argent, mais l'équipe qui travaille à l'interne, elle coûte de l'argent aussi. Enfin, c'est vraiment des projets ambitieux, c'est des projets qu'on fait tous les 10 ans. Donc ouais, il faut prévoir du budget, il faut prévoir un peu de budget pour le moment où on le fait, et puis ensuite se donner les moyens de pouvoir... Enfin, je refais des analyses des analogies un peu cons, mais c'est super d'avoir un budget pour s'acheter une Ferrari, mais si on n'a pas d'argent pour se payer de l'essence qui va dedans, c'est débile en fait. Il faut pas acheter une Ferrari. Donc c'est vraiment un travail assez long, et il faut pas hésiter à beaucoup parler avec les agences. Et je crois qu'il y a un truc qui a été très très bien aussi dans le projet ici là avec Coca, c'est la transparence qu'il y a pu y avoir sur, en gros, c'est quoi les cartes. C'est quoi les pièces et qu'est-ce qu'on va pouvoir tous ensemble faire avec ça? Parce que ça, et combien de temps on a pour le faire? Parce que la transparence et l'échange, ça revient à la discussion du début. Hein, c'est finalement, en fait, on choisit, je crois, une entreprise, elle doit choisir une agence qui lui correspond, avec qui le feeling est bon. On est censé en caster des bonnes, ils doivent tous être bons. Des bonnes agences, il y en a vraiment beaucoup. Il faut juste choisir celle avec laquelle on se sent le plus à l'aise, avec qui on sent que ça va le faire, en fait. Ça, c'est le plus important. Oui, c'est ça. Il faut commencer ce genre de chantier en se disant, en étant persuadé qu'on ne saura jamais si on a pris à chaque fois la meilleure solution. Par contre, il faut être sûr qu'on peut assumer et raconter correctement les choix qu'on a faits. Exactement. Ouais. Non, c'est très juste. Est-ce que quelqu'un reviendrait en arrière sur le chantier? Est-ce que quelqu'un préférait ne pas avoir fait ce rebrand? Ce sera le mot de la fin. Tu m'aurais demandé ça en décembre. Non, non, c'était juste que la période plus stressante. Non, je pense que... Il y avait un petit trac avant d'appuyer sur le bouton quand même, hein, parce que ça a été fait en live. Hein, ça a été hyper bien coordonné par certaines personnes qui ne sont pas autour de cette table. Dont une qui est juste derrière la caméra. Mais c'est vrai que ça a été hyper bien coordonné, et en fait finalement en un claquement de doigts, en 2 heures, on a coupé. Certains pensaient que c'était un bug, il n'y a plus d'offres sur Coca, que se passe-t-il, ça s'est pas arrivé depuis 10 ans, wouh. Mais en fait non, bam, et on avait nouveau Coca quoi. Il y a eu 2-3 petits trucs comme si, mais c'est comme vous l'avez dit, c'est assez rare de faire un switch complet, et on a réussi, je crois, pas trop mal, et on va d'ailleurs, on se réjouit de recevoir aussi quelques... reste en fait, il y a encore un vieux logo ici, une vieille loutre là, etc. Il y a plein de gens qui vont nous retourner plein de trucs, mais ça c'est cool. Non, je pense pas qu'on retournerait en arrière. Il y a le fameux « c'était mieux avant ». Mais ça, à chaque fois qu'on a fait évoluer Coca dans les 18 ans, on l'a peut-être entendu 4 ou 5 fois hein, déjà. Ouais. Ah, c'était mieux avant. Mais les gens qui disent « c'était mieux avant » aujourd'hui, est-ce que c'était mieux avant il y a 12 ans, il y a 5 ans, il y a une année en arrière? Le mieux, c'est de refaire le même podcast dans 5 ans. Puis on oublie vite, en fait, on oublie vite et on ne reviendrait pas en arrière.
Non, mais il ne faut jamais regarder en arrière. Il faut Non. regarder en arrière et réinterpréter pour les prochaines années. Et on va s'arrêter là-dessus. Ah ouais, Parce c'était que pas vraiment, mal, ça, en latin, tu te fais un tatouage sur le torse impeccable. En tout cas, merci Attends, infiniment. Merci infiniment d'être venu vous exprimer sur ce sujet. J'espère qu'on a donné des envies, des pistes, ou en tout cas donné de manière intéressante les coulisses de cet immense chantier. On vous remercie pour votre attention. En tout cas, on vous remercie aussi pour tous les retours qu'on a reçus au sujet de cette nouvelle loot, cette nouvelle marque. Et puis, il n'y a plus qu'à nous claquer des doigts en signe de congratulations réciproques. Et puis, à vous donner rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de En Vrai. À bientôt. Merci. Et puis, au revoir. À bientôt. Merci beaucoup.